solidarité est un bouquet de tulipes. Le Lions Club de Grenoble Porte de France renouvelle son opération 100 000 tulipes pour les enfants malades au CHU. Pour cette 21e édition, vous avez jusqu'à fin avril pour venir composer votre bouquet dans ce champ de Mélan. Les championnats de France universitaires première division de judo se déroulent en ce moment à la Halle Clémenceau à Grenoble. Un événement pour près de 300 judokas, mais aussi pour faire découvrir la pratique de ce sport à des jeunes en situation de handicap. Et puis le médecin humanitaire Guy Cosset et Solène Montalbano, membres de l'association humanitaire Humacop Amel France, reviennent de Pologne et d'Ukraine où les réfugiés se comptent par millions. Ils nous raconteront ce qu'ils ont vu, pourquoi ils vont y retourner et de quoi ont besoin les populations. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 6 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après l'incendie dans la nuit de lundi à mardi de 9 câbles, dont un haute tension de 250 000 volts sous le pont de Brignoud, Enedis a annoncé ce mercredi que la totalité des lignes électriques était rétablie chez ses clients, particuliers comme grandes entreprises. En revanche, la circulation est toujours coupée sur le pont qui pourrait bien avoir été endommagé. Béton et acier ont été mis en surchauffe et les expertises se poursuivent. Avec ses arches et ses piles, l'ouvrage d'art voit habituellement passer 27 000 véhicules chaque jour entre Crolles et Villarbonneau. Des déviations ont été mises en place. C'est une belle initiative qui refleurit chaque année au mois d'avril. L'opération 100 000 tulipes du Lions Club Grenoble Porte de France a débuté il y a quelques jours à Mélan. Un bouquet pour fleurir votre intérieur, votre lieu de travail ou pour offrir des fleurs qui cachent aussi une bonne action. Dites-le avec des fleurs, c'est un reportage de Charlotte Faulkner. La tulipe, symbole d'espoir, c'est aussi la première fleur du printemps. Une fleur qui symbolise également l'action du Lions Club de Grenoble envers les enfants atteints de la maladie du cancer. Cette année encore, 100 000 tulipes ont été plantées dans ce champ à Mélan et c'est ensuite aux visiteurs de faire le reste. Les gens viennent sur le champ, composent eux-mêmes leur bouquet de tulipes, selon leur goût, selon leurs envies. Certains viennent avec leurs enfants, il peut y avoir un côté aussi un petit peu pédagogique. Les plus grands, on commence à leur expliquer, bien sûr doucement avec des mots d'enfants, que c'est pour aider les enfants malades. Donc il y a ce plaisir de cueillir les tulipes. Et plutôt que de dire vendre, nous on aime bien dire que contre un don de 10 €, vous repartez avec un très beau bouquet de 15 tulipes. Et pour cueillir les tulipes, rien de plus simple si l'on suit les consignes. Contrairement à ce que l'on croit, on ne la casse pas, on ne prend surtout pas des ciseaux. On prend la tige au bas, on tire. Si l'audion vient, là il n'est pas venu, ce n'est pas grave. Mais surtout, on ne coupe pas, on ne coupe jamais une tige de tulipe. 100 000 tulipes, une opération qui existe depuis 21 ans et qui continue de séduire les visiteurs, nombreux à venir depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est vraiment un souvenir parce que j'y suis allée beaucoup de fois quand j'étais petite. On fait ça chaque année presque. Nous sommes venus parce qu'on trouve que c'est un super projet, ça permet d'aider des gens et en plus c'est très sympa de cueillir des tulipes. Aujourd'hui il fait super beau donc on trouve ça super bien. C'était trop bien parce qu'elles sont pleines de couleurs et après ça va décorer toutes les maisons. L'opération permet en moyenne de récolter 25 000 € par an, une somme reversée par la suite au service de pédiatrie du CHU de Grenoble. Ça se traduit essentiellement dans l'achat de matériel qu'on aurait eu du mal à financer ou pour lequel il aurait fallu des délais plus importants. Et donc on peut anticiper sur ces achats au fur et à mesure que se font les progrès technologiques. 100 000 tulipes, une opération qui a du sens. Le cancer est une maladie diagnostiquée chez une centaine d'enfants chaque année au CHU de Grenoble. Et voilà, le champ se trouve à l'angle des chemins de la Caronnerie et de l'Île d'Amour à Mélan. Il est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Étudiants et sportifs de haut niveau, un statut que l'université Grenoble-Alpes connaît bien. Si les skieurs sont les plus nombreux, une trentaine de judokas de l'UGA participent en ce moment au championnat de France universitaire première division. Coup de chance, c'est à la maison ou presque, à la Halle Clémenceau, transformée pour l'occasion en dojo. Jean-Baptiste Robert, Arthur Glory. C'est à Grenoble que se déroulent les championnats de France universitaires de judo. Sur place, plus de 300 compétiteurs de toute la France se sont affrontés. Là, j'ai gagné, je suis à mon deuxième combat. On n'est pas sur le meilleur jour, mais ça se passe bien. Donc pour l'instant, on continue la compétition et on espère que ça va continuer comme ça. Derrière, c'est intéressant parce qu'on peut sortir sur les Europes, universitaires et les mondes. Si on fait dans les deux premiers, je crois bien.
Donc c'est intéressant pour l'expérience à venir. Je gagne mon premier combat, je perds le deuxième au Golden Score. J'ai toujours eu besoin de me challenger, c'est pour me prouver à moi-même et puis à ceux qui sont autour de moi que je peux arriver à faire ce que je veux en fait. Guillaume Chêne, médaillé d'or au JO 2020, a pu revenir sur les tatamis de son enfance à Grenoble. Donc c'était important pour moi d'être là. Voilà, j'ai fait mon sport-études ici, moi, et j'ai grandi à Grenoble. La veille du championnat, il a participé à une initiation au judo pour 120 enfants handicapés. On est à 2 ans des Jeux Olympiques, donc on parle beaucoup d'inclusion dans le sport. On a la chance d'avoir les Jeux Paralympiques. C'était important d'être parmi eux hier et de partager de mon temps. On s'est vraiment régalé toute la matinée avec plus de 120 gamins. De voir des étoiles dans leurs yeux, c'était exceptionnel. On a passé un super moment. Le judo a des valeurs éducatives importantes. Voilà, on a une vraie mission d'éducation. Et en allant aussi vers tous les publics. On a des personnes âgées qui pratiquent. Donc ce n'est pas forcément que des compétiteurs. Hein. Souvent on voit le judo sur l'axe compétition. Mais là, on peut s'adresser à tous les publics. Un moment de sport, certes, mais surtout un moment de partage. Cette initiation a été encadrée par les étudiants en licence d'activité physique adaptée de Grenoble. Moi, j'étais avec un groupe d'adolescents, déficients intellectuels, mais qui avaient une déficience invisible. On a pu vraiment leur faire toucher le judo, donc les immobilisations, et c'était vachement intéressant. Une expérience enrichissante pour eux comme pour les jeunes qui ont pu découvrir ce sport à travers des sportifs de haut niveau. Ils nous ont appris des techniques, voilà, comment être par terre, comment la base pour se défendre. Vous voyez, c'est bien, mais c'est un peu crevant, mais je me suis battu contre un champion du monde. Allez, c'est galé, allez. Venez, il m'a dit, vas-y, allez, on est partant. Il courait, mais il est dur. Les organisateurs et les compétiteurs attendaient cet événement depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire. Pour les vainqueurs arrivés sur le podium, une porte s'ouvre désormais vers un championnat au niveau européen. Et si vous voulez aller voir de près et encourager les champions, l'entrée est libre. Place jeudi à la compétition par équipe mixte de 9h30 à 14h30. Et d'une, premier match de finale de Ligue Magnus mardi soir à Pôle Sud pour Grenoble opposé à Angers. Et première victoire pour les Brûleurs de Loup, 5-2, dont un triplé de Yanni et Tuppurainen qui a 42 ans démontre qu'il est toujours en forme. Mais ça n'a pas été si simple. Même fatigués, les Angevins ont bien lutté au propre comme au figuré. Les 4200 spectateurs ont eu droit à un petit festival de patates. Comme les Ducs, les Grenoblois devront peut-être se montrer un peu moins indisciplinés. Mardi soir, ils ont enregistré 41 minutes de pénalité et 9 situations d'infériorité numérique. Reste 3 matchs à gagner pour ramener la coupe à la maison. Le suivant dès ce mercredi soir, toujours à Pôle Sud à 20h15. Depuis 1 mois et demi, la guerre est aux portes de l'Europe. La Russie a envahi l'Ukraine, provoquant entre autres un énorme désastre humanitaire. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le nombre d'Ukrainiens ayant fui leur pays depuis le début du conflit se monte à 4 millions, 10 millions en tout, si on compte ceux qui se sont réfugiés ailleurs, en Ukraine. L'Europe n'a pas connu de tels déplacements de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Guy Cosset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et humanitaire. Vous avez été responsable du programme Médecins du Monde et puis président du MACOP AMEL France. Solène Montalbano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet dans cette association basée à Grenoble. Vous vous êtes tous les deux rendus il y a une quinzaine de jours en Pologne et en Ukraine. Avant de revenir sur cette mission, Guy Cosset, je crois que vous vouliez pousser un petit coup de gueule. Ah oui, volontiers. Parce que d'abord, UMACOP AMEL France, c'est la branche française d'une très importante ONG libanaise qui s'appelle AMEL. Et nous avons une vocation toute particulière pour accompagner les migrants là-bas à travers le monde et aussi ici en France. Donc nous depuis 5 ans, nous sommes sur les îles grecques où on voit ces populations qui arrivent de tous les pays que l'on connaît du Moyen-Orient et qui vivent et qui ont vécu jusqu'à présent dans des conditions absolument abominables sur ces îles grecques avant d'avoir un billet d'entrée sur le continent européen. Donc on les a beaucoup accompagnés et aussi ici à Grenoble, on accompagne de jeunes migrants pour qu'ils puissent avoir une intégration la plus rapide possible. Alors entre autres, et puis nous faisons partie de toute cette chaîne humanitaire si importante qui a été sensibilisée au problème de ces populations migrantes ukrainiennes qui fuient la guerre.
Et cette situation qu'on voit en Ukraine, moi je l'ai déjà vécue il y a 20 ans en Tchétchénie, dans la ville de Grozny, qui était une ville martyre épouvantable, sous le joug de l'armée russe, qui bien sûr avait déjà un certain M. Poutine à sa tête. Et je me dis qu'en 20 ans, rien n'a changé et que l'horreur est toujours à nos portes et que nos politiques de tous bords ont été vraiment démissionnaires par rapport à ces situations qui sont absolument insoutenables en termes de respect des droits de l'homme. Et que si ils avaient agi un petit peu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter la catastrophe d'aujourd'hui. L'humanitaire, on a fait notre boulot. On a dénoncé toutes les exactions de l'armée russe avec Poutine à leur tête en Tchétchénie. C'était encore pire que ce qu'on voit maintenant. Grozny était une ville martyre épouvantable. Les gens n'avaient plus d'eau. Ils buvaient l'eau des flaques d'eau dehors. C'était l'horreur de l'horreur. On a dénoncé tout ça. Et puis nos politiques... Et puis après, il y a eu la Crimée. Voilà, bien sûr, mais nos politiques ont passé dessus. Et voilà, donc on en est maintenant à continuer à apporter notre aide, heureusement. Et moi, je salue toute cette solidarité internationale, et française et grenobloise en particulier, qui s'est portée donc au secours de toutes ces populations. Et donc avec Solène et pour Amel France, eh bien, nous étions là-bas sur place pour les accueillir à la frontière et puis pour essayer de voir ce que l'on pouvait mettre en place en termes de programmes et d'accompagnement à venir. Vous avez pu accéder facilement sur place ? Oui, bien sûr, Solène va vous le dire. Alors, en Pologne, évidemment. On a atterri à Varsovie sans aucun souci. Par contre, le passage de la frontière a été forcément un petit peu plus compliqué parce qu'il est... la frontière est un petit peu plus peuplée à ce moment-là. On passe en voiture ? On y passe en voiture, exactement. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on y est allé. Et puis, le retour en Pologne, depuis l'Ukraine, a été beaucoup plus compliqué. On vous a demandé des justifications, vous ne voulez pas vous laisser passer ? Alors oui, enfin toutes les paperasses administratives classiques, et puis une fouille du véhicule 3 fois d'affilée, et puis voilà, quelques... Pourquoi vous avez choisi d'aller à cet endroit ? Les migrants se concentrent à cette frontière-là ? Oui, c'était la frontière la plus importante. Et moi, je voulais absolument porter des premiers médicaments d'urgence pour, en particulier, il y a les blessures qui se voient et celles qui ne se voient pas quand on voit les migrants. Et toutes les blessures psychologiques et tous les stress traumatiques qu'ont tous ces gens. Donc, je voulais très vite rentrer en relation avec des psychiatres ukrainiens et leur apporter des médicaments à visée psychiatrique et sédative, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc on est parti le plus vite possible avec quand même 50 kilos de médicaments, ce qui était déjà pas si mal que ça, pour pouvoir en urgence aider ces structures hospitalières sur la ville de Lviv, qui était donc une 50aine de kilomètres à l'intérieur de l'Ukraine. La population que vous avez trouvée, elle est principalement composée de femmes, d'enfants, de personnes âgées ? Exactement. À 85%, c'est ça. C'est ces personnes-là qui sont amenées à migrer. Les hommes restent au pays pour rejoindre la résistance et voilà, y rester coûte que coûte. Et aider leur pays. Vous avez été impressionné par le nombre de personnes, de réfugiés que vous avez vus, de gens qui ont quitté leur foyer du jour au lendemain ? C'est toujours très, très impressionnant. Tous étaient regroupés à la frontière sur des centres d'accueil et des centres d'orientation qui ressemblaient en gros à Alpexpo. Si vous aviez accès à Alpexpo avec 3000 ou 5000 personnes qui sont dans Alpexpo, autour d'Alpexpo, dans des box pour qu'ils puissent se reposer, avoir à manger, avoir des moyens de communication, et puis ensuite les bus qui vont les emmener à droite ou à gauche avec de l'information qui était donnée d'une façon très, très anarchique, mais très, je dirais, très très généreuse, hein, même si les autorités n'étaient pas là, il y avait un mouvement d'accompagnement social et humanitaire qui était quand même très très important de tous bords. Hein. C'est ça qui est impressionnant également, c'est que beaucoup d'Européens se sont mobilisés, viennent à la frontière chercher des gens, leur proposer de l'aide, des volontaires du monde entier même. C'est hallucinant, c'est quelque chose qui déstabilise aussi ces personnes qui ne s'attendent pas à un tel élan de solidarité, à qui on leur propose de partir à Paris, en Italie, en Espagne. Et en fait, c'est des personnes qui ne s'étaient pas du tout imaginées partir au-delà de la frontière avec l'Ukraine, parce que l'idée principale dans toutes les têtes, c'est de revenir évidemment au pays dès que possible.
Donc c'est assez déstabilisant. Oui, mais la Pologne a été quand même très très accueillante. Enfin, nous, on était sur la Pologne et vraiment, il y a eu une générosité. Il y a 2,3 millions, je crois, de réfugiés qui sont accueillis par la Pologne. Qui a pu être dispatchés à travers la Pologne. Et en effet, le désir de tous ces réfugiés, c'est de pouvoir revenir le plus vite possible. Alors, on a vu aussi des choses étonnantes, c'est-à-dire que les familles arrivaient et des femmes repartaient à l'intérieur pour être auprès des hommes et les accompagner. Laisser leurs enfants. Voilà, pour repartir à l'intérieur. Alors, quelle aide pensez-vous pouvoir apporter? Quel bilan vous avez fait un peu de ce que vous avez vu? Là-bas, vous disiez que vous étiez parti déjà avec 50 kilos de médicaments. L'objectif, c'est de renvoyer, de repartir avec des personnes, des médicaments? Oui, bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'on a des relais maintenant en Pologne et en Ukraine qui vont nous permettre de faire transiter du matériel pour que l'activité se continue par des Ukrainiens eux-mêmes. Voilà, donc on est en soutien. Voilà, l'idée c'est de se placer en support aux actions locales, auprès des partenaires qu'on a identifiés et qu'on est allé rencontrer sur place. Voilà, pour se positionner comme support et en assistance à ce qui est déjà fait. Par nos partenaires. Ces dons, vous pouvez les récupérer comment? Parce que tout un chacun ne peut pas aller avec une ordonnance récupérer des médicaments, des ustensiles de médecine un peu particuliers. Non, c'est essentiellement les médicaments. Donc, on a des relais, on a Pompiers sans frontières, on a l'Ordre de Malte, etc., qui nous permet de faire transiter les médicaments jusque là-bas. Voilà, on vient de s'associer avec Pompiers Humanitaires Solidaires, qui est une ONG grenobloise, et puis Pharmaciens sans frontières, qui vont pouvoir nous aider justement à acheminer les médicaments jusqu'à bon port et correctement pour éviter tout détournement des convois. Est-ce que vous avez besoin d'aide des gens qui nous regardent? Oui, on a beaucoup besoin d'aide, notamment des dons financiers. Voilà, notamment en dons financiers pour être sûr que il n'y ait pas de dons qui soient qui ne répondent pas à un besoin, voilà, ou alors qui s'échappent. Voilà. Vous savez exactement, vous avez établi la liste des besoins et le plus sûr, on a des listes qui nous sont envoyées directement par des psychologues notamment et médecins qui travaillent à l'hôpital de Lviv. Donc voilà, c'est... Et puis en tant que vieille humanitaire, je suis sûr que cette guerre va être très longue et qu'il ne faut pas s'essouffler. Donc il faut se dire qu'on est sur une course humanitaire de longue haleine et de fond. Donc il faut qu'on garde toujours cette présence et cette actualité qui nous fera avancer avec nos amis ukrainiens. Merci beaucoup Guy Cossé, Solène Montalbano. Si on veut avoir plus d'infos et vous contacter, il y a évidemment le site d'Omacop Amel France. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec un petit agenda des sorties. Les décaféinés sont en rodage à la basse-cour. Les humoristes Gringo mais pas trop, issus de la troupe de Pierre Palmade et découverts par Laurent Ruquier, créent un nouveau spectacle et trouveront le titre avant la fin de l'année. C'est ce qui est marqué sur leur affiche. Rémi Deval et Clément Parmentier partageront ce moment avec les spectateurs grenoblois jeudi et vendredi soir du côté de l'Estacade. Un spectacle coécrit avec Labajon et Vincent Leroy. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la grande soirée africaine du Festival des Tours de Babel jeudi à la MC2. Le quatuor Bella partagera ses nouvelles impressions d'Afrique avant l'arrivée sur scène de Balaké Sissoko et Lorenzo Bianchi Hush pour un dialogue chora et électro-acoustique. Excellente soirée à tous.